Bonsoir à tous, il est 21h précise. Je suis ravie de vous retrouver pour le 3e live LTF. Et ce soir est un grand soir parce que nous avons une invitée d'exception. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc, je vous invite tous à vous connecter, à tous ceux qui prennent le train en marche, parce que ce sera un moment riche, intense, et donc on aura plein de choses à discuter. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est le pouvoir des mots qui transforment la vie. Et donc, nous allons, durant 1 heure de temps, échanger sur ce thème profond, tout simplement parce que la langue a du pouvoir. Et pour bien communiquer, nous avons besoin de mots, de comprendre leur sens, leur importance et leur valeur. Les mots nous influencent notre vie et celle des autres. Chaque mot a sa force, car les mots peuvent égayer, faire réfléchir, mais aussi blesser. Alors, nous sommes dans une semaine particulière qui verra la célébration des droits de la femme le 8 mars prochain. Et pour les lives de ce mois de mars, les femmes seront particulièrement à l'honneur chez LTF. Alors, n'eût été cet événement, je tiens à souligner que notre invitée de ce soir, que vous voyez à l'écran, avec ce beau sourire, fait partie des invités de qualité que nous souhaitions interviewer à LTF parce que c'est une personne d'exception. Alors, docteur Aminata Khan, bonsoir et bienvenue à LTF. Bonsoir Andrea, merci de me recevoir. Et merci surtout pour ces mots élogieux à mon endroit, ça fait plaisir. Ces pensées sincères. Alors, c'est une joie profonde de vous recevoir ce soir. Quand on a évoqué votre choix comme invité, je peux vous dire que dans la lead team de LTF, ça a fait l'unanimité. L'unanimité. Et donc, vous êtes une personne, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes une personne authentique, engagée, et chaque minute que vous employez à communiquer est faite avec votre cœur. Ça, c'est un constat personnel que je tenais à vous partager aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous présenter à nos auditeurs. Donc, Dr Khan, vous êtes titulaire d'un diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, d'un master en leadership et d'un autre en neurosciences. Donc, tout le monde comprend pourquoi c'est la personne idéale pour ce choix du thème, le pouvoir des mots qui transforment la vie. Alors, vous êtes également écrivaine, directrice du Centre d'éveil à la lecture. Ici, on lit, ensuite on joue, que vous avez créé en mars 2018. Jusque-là, très bien. Alors, en 2019, vous avez également lancé votre propre librairie, exclusivement dédiée aux livres nouveaux horizons. C'est ça. Et en 2022, il vous a été décerné un titre qui est le titre de partenaire de classe exceptionnelle par Africa Regional Service, en reconnaissance de vos actions posées sur les 10 dernières années, et vous avez été distinguée comme meilleure distributrice en Afrique de l'Ouest. C'est ça, oui. Alors aujourd'hui, Dr Khan, vous êtes sollicitée en tant que conférencière sur le leadership de la jeune fille et de la femme. Et votre leitmotiv est le bien-être de la femme dans toutes ses composantes, intellectuelles, mentales, psychologiques, physiques. On est d'accord. Très bien. Non, on ne sait jamais. Hein. Ce ne serait pas évident de faire une faute comme ça en direct. Alors, comme je le disais, vous êtes une femme pleine de ressources. Et les ressources que vous avez, justement, vous les mettez généreusement au service de votre prochain, comme l'en témoigne aussi votre vie familiale, parce que vous êtes mère de 9 enfants. Quand même. Félicitations, docteur Khan. Merci pour tout ça. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est le pouvoir des mots qui transforment la vie. Alors, en introduction, Dr Khan, je voudrais vous demander pourquoi le langage nous engage. Merci beaucoup, Andrea. Je vis que vous êtes bien renseignée sur moi. Pourquoi est-ce que les mots nous engagent? Tout simplement parce que les mots nous définissent, en ce sens que ce que nous sortons devrait être en principe l'extériorisation de ce que nous avons à l'intérieur. De sorte que notre réalité intérieure épouse notre réalité extérieure. Donc, de ce point de vue, ce que nous disons nous définit à l'instar de la personne que nous fréquentons. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je pourrais aussi dire de cette même façon, dis-moi ce que tu dis
et je te dirai qui tu es. Et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, on peut deviner, on va dire, l'éducation, la façon de penser d'une personne, son idéologie, à travers les mots que la personne va employer sur ces différents réseaux-là. Donc oui, définitivement, ce que nous disons nous engage et cela fait appel à notre sens de la responsabilité, de sorte à ne pas choisir des mots sans y réfléchir, parce qu'on le verra après dans la discussion, les mots peuvent faire du mal, les mots peuvent détruire, tout comme les mots peuvent construire. C'est cela. Alors, en parlant de construction, je voudrais dans un premier temps qu'on échange sur un premier volet que j'ai intitulé Le pouvoir des mots qui libèrent. Alors, vous l'avez très justement rappelé en début de vos propos. Vous avez dit que les mots sont en quelque sorte le miroir du cœur, parce que à l'expression de ce qu'on dit, on peut arriver à identifier ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, le pouvoir des mots qui libèrent. Dites-nous, vous qui avez fait des études en neurosciences, vous qui avez une connaissance de l'humain et vous qui savez manier si bien les mots, pourquoi faut-il se libérer de ce qui nous pèse à travers l'expression orale? Alors, tout simplement, quand on parle de poids, de ce qui nous pèse, on parle d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd à porter. Et en psychologie, on vous dira que lorsque nous sommes en proie à des émotions qui sont négatives, qui sont douloureuses ou qui génèrent chez nous de la douleur, de la souffrance, il est bon de se défouler. Et en termes d'options de défoulement, le défoulement verbal fait partie, on va dire, de la palette d'options qui sont à la disposition de l'individu. Donc, de ce point de vue-là, écrire, s'exprimer, donc à l'oral, se confier, va nous permettre de nous libérer de ce qui nous consume à l'intérieur. Et je dis dans une société qui fait l'apologie du silence, chaque fois que, surtout chez les femmes, chaque fois qu'une femme, par exemple, ouvre la bouche et ose s'exprimer sur son ressenti, sur ses douleurs, la société accuse cette femme-là, un, de ne pas être forte, et deux, de s'exposer. Donc, en faisant le choix, par exemple, d'écrire dans un journal intime ou d'écrire sur une feuille qu'on va ensuite déchirer, et surtout dans un contexte où on a du mal à trouver des personnes de confiance, à qui nous pourrions nous confier, sur lesquelles nous pourrions nous épancher sans nous préoccuper de savoir si la personne va garder notre secret. Écrire de ce point de vue-là devient on va dire une sorte de compromis entre le besoin de s'exprimer et aussi le besoin de préserver une certaine confidentialité. Donc oui, quand nous écrivons, nous nous libérons. Même quand les idées sont confuses, même quand ce n'est pas clair, même quand ça manque de cohérence, le fait de l'écrire fait que désormais, c'est nous qui prenons le contrôle de ce qui nous consume à l'intérieur. Tant que nous gardons à l'intérieur et que nous ne sortons pas alors que nous sentons le besoin d'exprimer, ça va faire l'effet cocotte-minute. L'effet cocotte-minute, c'est soit du fait, on va dire, de la chaleur intense qui fait bouillir l'intérieur de la cocotte, soit on va avoir une implosion, soit on va avoir une explosion. Mais dans les deux cas de figure, ça fait des dégâts. Et les dégâts premiers, la première victime, c'est cette personne-là qui a décidé d'imprimer en elle et de réprimer ses ressentis. Donc oui, il y a de la libération dans le fait de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur et de ne pas le garder pour soi. Alors, justement, certaines personnes sont plus à l'aise à l'écrit, donc elles arrivent peut-être plus facilement que d'autres à exprimer des choses par écrit. Pour celles qui n'ont pas cette facilité, qui préféreraient s'exprimer de manière orale, ce que nous disons aujourd'hui donne aux autres l'occasion de nous juger et à travers nos mots. Et ça, c'est quelque chose qui freine, qui peut bloquer une communication. Donc, à force d'être jugés, nous finissons par avoir peur de parler en public, d'exprimer notre opinion, ou même simplement d'avoir une opinion, parce qu'on ne veut pas être jugé.
Alors, comment faire, docteur Khan, si le monde d'aujourd'hui juge en permanence? Parce que, comme vous l'avez dit, on est dans un monde où le moindre fait est interprété. Comment vivre dans un monde pareil? Comment faites-vous? Alors, la première chose que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que Thomas Dansbourg, qui est un disciple de Marshall Rosenberg, qui est lui-même le gourou de la communication non violente, disait du jugement que le jugement ou la critique est en fait un besoin qui est maladroitement exprimé. Donc, quand quelqu'un vous juge, il vous juge à travers ses filtres. Ça, c'est la première des choses. Donc, son jugement n'est pas un fait, c'est une opinion. Et les opinions, on sait, elles peuvent être fausses comme avérées. L'élément qui va nous permettre, nous, de prendre de la distance par rapport au risque de jugement des personnes, c'est la conscience de notre propre valeur. Quand je sais ce que je suis, quand je sais ce que je vaux, quand je sais quelles sont mes valeurs et quand je sais surtout quelle est ma valeur, à partir de ce moment-là, les opinions ou les jugements que les gens vont porter sur moi vont passer par des filtres avant de m'atteindre. Et parmi ces filtres-là, il y a mon propre filtre, mais il y a aussi des filtres qui sont des personnes qui sont dignes de confiance, des personnes qui ont gagné le droit d'entendre mon histoire. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas dans son sillage au moins une personne de confiance, ne serait-ce que Dieu qui nous a créés. En plus, au sein des communautés, il y a, on va dire, des dispositifs qui sont mis à la disposition ou des dispositions qui sont prises de sorte que le croyant ou le fidèle ou l'adepte de la communauté religieuse peut trouver une oreille qui va l'écouter. Ensuite, vous avez des personnes qui sont neutres, mais en même temps qui sont objectifs, qui peuvent vous écouter. Mais là où pour moi, il est important soi-même d'avoir ou de préférer l'écriture que le fait de parler, c'est ce que j'appelle les limites de la présence humaine. Je me rappelle, et ça c'est une anecdote personnelle que je voudrais partager avec vous, je me rappelle une fois avoir dit à un ami que je n'ai pas d'amis à qui je pourrais me confier. Cet ami-là, elle avait très mal pris ce jour-là, je me rappelle, parce que cet ami m'a dit, n'hésite pas, quel que soit Alpha, tant que tu as besoin de moi, appelle-moi, je serai disponible. J'ai saisi la balle au bon, je l'ai prise au mot. Ce jour-là, à 1h du matin, j'avais besoin de parler, je l'ai appelé. J'ai écrit, je n'ai pas eu de réponse. Le lendemain, en fait, la personne s'est excusée parce qu'elle était en train de dormir. Et pourtant, mon besoin était là. Donc, le fait d'avoir pris conscience de ce que... Et on n'aura pas toujours quelqu'un pour nous écouter. On n'aura pas toujours quelqu'un pour nous écouter au moment où nous avons besoin de parler. Deuxièmement, le fait que la personne, même quand la personne est disponible, le fait que le temps nous est compté, on parle dans un temps limité, on se censure. Il y a des informations qu'on garde à dessein pour ne pas faire long, par souci de gagner du temps. Mais il peut se trouver que ce sont les informations que nous gardons par devers nous qui vont permettre à l'autre de nous aider à trouver la solution à notre problème. Vous voyez? Ensuite, il peut arriver que nous ayons des lectures différentes. Ou encore, il peut arriver que la personne me dise une chose et que cette chose résonne d'une certaine façon à mes oreilles, du fait de la condition ou de l'état émotionnel, psychologique du moment. Vous voyez? La personne peut juste faire une remarque que je vais prendre comme une accusation, comme une accusation ou comme un reproche et me comporter comme une personne accusée, une personne jugée. Donc, si encore une fois, à mon niveau propre, je n'ai pas, on va dire, ces processus mentaux que je mets en branle quand je suis en proie à une situation, ça va être compliqué. Et pourtant, je veux dire que quand je prends mon journal, là, j'ai mon journal, par exemple, moi, entre mes mains, qui est là, il est presque fini. Quand je ressens le besoin de parler, la première chose que je fais, peut-être qu'on en reparlera, c'est de me parler à moi-même, d'entrer dans une sorte de respiration consciente de 30 secondes pour prendre conscience de ce qui se passe en moi, des émotions qui montent, et de comprendre en fait un peu ce qui se passe en moi, et d'avoir justement déguiser son intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle étant notre capacité
à identifier, à reconnaître, à comprendre nos émotions et ensuite à les ajuster en fonction de la situation. Donc, quand je prends conscience des émotions qui sont en moi et je prends conscience de l'effet sur moi, je prends de la distance en ayant une respiration consciente. Donc, inspiration profonde et expiration lente. Prendre le temps de bien accuser le coup. Ensuite, quand j'ai la possibilité d'écrire, je vais aller écrire. Et quand tout ça va former un tout cohérent, je pourrai donner ou dire à l'autre la quintessence de ce qui se passe en moi. Mais il y aurait eu, à mon niveau, un premier niveau de travail. Et même, pourquoi pas, à ce niveau-là, il y a la possibilité de désamorcer ce qui monte en soi. D'accord. Merci, Dr. Khan. Alors, je voudrais rebondir sur tout ce que vous avez dit parce que dans un environnement, on va dire, qui est habitué à l'échange, on va dire que ce sont des choses qu'on retrouve plus facilement dans le monde occidental. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Dans notre environnement culturel africain, ça n'a pas été forcément mis en avant. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux besoins d'exprimer ce qu'il y a en nous, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui, dans leur enfance, n'ont pas été en fait encouragées justement à pouvoir s'exprimer? Parce qu'on a tendance à nous dire, ne te plains pas, la vie c'est comme ça, tu n'es pas le seul à souffrir. Comment est-ce que vous pouvez peut-être encourager ces personnes-là à libérer justement ce qu'elles ont en elles? Parce que comme je le disais, on n'a pas été éduqués dans ce sens-là. Moi, je sais que quand j'étais enfant, il est vrai que je ne m'exprimais pas forcément, je ne me confiais pas, mais j'avais un journal dans lequel j'écrivais. Et c'est une habitude que j'ai perdue en fait en grandissant. Mais quand je vois les petites filles ou je vois les filles de ma promotion, de ma génération, je me rends compte que toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là ont eu aussi cette habitude d'écrire. Je l'ai même vu avec ma propre fille aussi qui a un journal dans lequel aussi elle s'exprime. Donc, peut-être ce qu'il y a de différent avec la société occidentale, c'est qu'il y a une sorte d'omerta, de silence, aussi peut-être de pudeur aussi, ou même de tabou autour de la libération de la parole. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en partageant avec les autres des pans de notre vie, encore une fois des pans, comme le disait l'auteur Brené Brown, celle qui a écrit le livre Le pouvoir de la vulnérabilité, quand on s'exprime souvent pour exprimer de la détresse. Mais il y en a qui s'expriment parce que ces personnes-là ont pris le temps de guérir de leurs blessures et viennent partager avec les autres ce qui va servir aux autres de guide de survie. Donc, en voyant les autres s'exprimer ou partager leurs recettes d'expression, de défoulement ou, on va dire, de processus de guérison personnelle, émotionnelle et psychologique, on peut s'inspirer de ces modèles-là pour ajuster les stratégies ou les recettes qui sont données à notre propre situation. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut retenir encore une fois que quand on décide de partager avec les autres, c'est que nous avons fait un choix conscient de partager avec les autres ce que nous estimons qu'ils sont en droit d'entendre de notre histoire. Première des choses. Deuxièmement, nous travaillons également à ne pas avoir d'attente vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que quand je suis dans l'attente d'une oreille empathique, dans l'attente de compassion, et qu'en retour, je reçois reproches et jugements, c'est ce qui va générer en moi des frustrations, des déceptions et aussi de la tristesse. Donc, quand je travaille encore une fois à ne pas avoir d'attente vis-à-vis des autres et à me dire que l'autre personne pourrait réagir d'une certaine façon, et quand je confronte cela à la réalité de ceux qui me connaissent ou à la réalité de la conscience que j'ai de ma propre personne, j'arrive encore une fois à prendre de la distance émotionnelle d'avec ce qui me revient. Et il y a un livre pour enfants de dessin qui s'appelle Merci pour les remarques, qu'il dit, quand quelqu'un formule une critique ou quand quelqu'un vous fait un compliment ou fait tout simplement une remarque, compliment ou critique, vous devez savoir que c'est une information
que la personne vous donne. Cette information, elle ne vous définit pas forcément. Et c'est pour ça qu'il est bon, encore une fois, que lorsque je m'arrête devant une glace, quand je regarde mon reflet dans le miroir, que je sois fière de ce que j'y vois, que je sois fière de la personne authentique que j'y vois à travers. Et donc, à partir de ce moment-là, quand je suis, on va dire, en accord avec moi-même, consciente de ma valeur, consciente de mes qualités, de mes points à améliorer, j'ai des filtres, encore une fois, par rapport à ce qui me vient de l'extérieur. Mais comme je l'ai dit, le fait d'écrire sur papier ou même de courir, faire du sport, de se défouler tout simplement, ça peut être un excellent compromis entre le besoin, encore une fois, d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et en même temps, on va dire sa préoccupation d'avoir une certaine confidentialité autour de ce qu'on a ou de ce qu'on ressent. Donc, je les invite en tout cas à s'exprimer et à ne pas hésiter à s'exprimer selon la formule qui leur convient. D'accord. Docteur Kahn, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous aviez évoqué au début. Sommes-nous ce que nous disons? Alors, diriez-vous que les mots que nous utilisons quotidiennement influencent notre esprit, notre perception du monde et nos relations, ou que nous sommes le résultat des mots que nous avons entendus encore et encore dans notre environnement? Des idées reçues, tout à l'heure je parlais d'héritage culturel, et donc en recevant des choses ou en grandissant dans un environnement où on entend un certain nombre de phrases, sans y prendre garde, finalement, est-ce qu'on ne devient pas finalement les mots que nous avons l'habitude d'entendre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Mais absolument, cela va de soi que nous sommes les deux. Nous sommes à la fois le fruit de notre conditionnement culturel, de l'éducation que nous avons reçue. Et l'éducation que nous avons reçue va définir les croyances fondamentales que nous allons avoir. Mais en grandissant, en ayant le discernement et en ayant une claire vision de sa propre vie, de sa mission de vie, de son pourquoi, de la raison de sa présence sur Terre, on va soit confirmer ses croyances fondamentales ou on va s'engager dans un processus de déconditionnement pour un reconditionnement. Et en cela, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Je vais faire appel ici à ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Mais avant d'en parler, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience réelle vécue et l'expérience pensée. Quand vous vous imaginez en train de vivre une situation, quand vous, par exemple, vous imaginez en train de craindre que votre conjoint vous quitte, vous souffrez déjà de cette crainte-là. Vous pouvez plonger votre cerveau dans une sorte d'expérimentation qui n'est pas réelle, mais qui va être réelle pour le cerveau. Il faut savoir qu'il y a des études neuroscientifiques, par exemple, qui ont montré que nous sommes le placebo, dans le sens où, vous connaissez le placebo, lorsque l'industrie pharmaceutique veut fabriquer un médicament, il y a un principe actif qui va avoir le résultat de guérison qu'on veut sur une certaine maladie. Il se trouve que dans les essais cliniques, on va donner ce qui ressemble au médicament à un groupe de malades et le principe actif à un autre groupe de malades. Et les gens vont se rendre compte que au sein du groupe qui a reçu le placebo, c'est-à-dire le faux médicament, c'est même pas du médicament, c'est de l'amidon avec d'autres substances, mais qui a l'apparence du médicament, on va se rendre compte qu'on va avoir des taux de guérison chez les individus, chez les sujets qui vont recevoir le placebo. Tout simplement parce qu'il y a une composante, une dimension psychologique à la guérison. Donc, il y a cet élément-là qu'il faut prendre en compte. On a aussi, par exemple, administré à des enfants qui étaient allergiques à une plante, à une certaine plante venimeuse. Ils ont administré une fausse plante. Ils ont mis les enfants en contact avec une plante qui était inoffensive en réalité, et les enfants ont développé des réactions allergiques. Et aux mêmes enfants, on a fait croire qu'on leur administrait, on va dire, l'antidote, mais en réalité, on les exposait à la plante qui était effectivement dangereuse pour eux. Et on a eu des guérisons chez ces enfants-là.
Tout simplement parce que le cerveau est capable de miracles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dont je voudrais parler, c'est la plasticité neuronale. En fait, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à toute nouvelle situation en créant de nouveaux circuits neurologiques. Donc, je peux avoir grandi dans un contexte où on m'a dit, on m'a martelé que je ne vaux rien, que je ne suis capable de rien, que les femmes n'arriveront jamais à dépasser un certain nombre de paliers au niveau socio-professionnel. On peut m'avoir dit que je suis vilaine. Je peux avoir grandi avec ça, comme cette petite fille qui me disait de 3 ans, Tata, je suis moche comme un caca. Mais le temps que j'ai passé avec la petite, j'ai réussi en fait à reprogrammer son cerveau. Désormais, Tata, je suis très belle. Je suis belle. Donc, chez l'enfant, effectivement, on peut avoir ce conditionnement, mais en tant qu'adulte, il faut savoir que grâce à cette capacité de votre cerveau à s'adapter à une nouvelle mentalité, à une nouvelle façon de vivre et à sortir de pensées limitantes, on a cette possibilité, encore une fois, de se marteler de nouvelles pensées positives qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on veut. Et pour parler du pouvoir des mots sur l'individu, laissons même l'individu en tant que personne. Allons sur les plantes ou sur l'eau. Il y a des études scientifiques qui ont montré que lorsque vous prenez de l'eau sur laquelle vous proférez des malédictions, des paroles négatives, à la cristallographie, on se rend compte que l'eau se déforme. Mais face à une eau à laquelle on va dire des paroles positives, des bénédictions, l'eau va, dans sa structure cristallographique, adopter des formes qui sont très, très belles. Parce que les mots ont un pouvoir sur l'eau, sur les plantes également, imaginez sur les êtres humains. Là, par exemple, on va faire l'expérience. Andrea, vous êtes très belle. Merci, Dr. Khan. D'entrée de jeu parce que votre beauté est la première chose qui frappe aux yeux quand on vous regarde. Comment vous vous sentez quand je vous dis ça? Bien, naturellement. Bien, parce que votre cerveau va sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et aussi, on va avoir de la sérotonine, qui est cette hormone de la sérénité. Donc, quand je suis en proie où je viens d'un milieu qui m'a conditionné à être une personne défaitiste, rester dans ce milieu-là, c'est faire preuve de victimisation. Je sors de la boucle de la victimisation, j'entre dans une boucle de la responsabilité où je me dis, moi, je ne veux plus de cette vie-là. Donc, si je ne veux plus de cette vie-là, je peux faire deux choses. Soit je change ma façon de penser et je me mets à penser comme ceux qui sont au niveau auquel je veux être, ou bien je commence à poser les actions de ceux que je veux atteindre en termes de niveau. Et à force de répétition, à force de discipline, même pas de motivation, parce que la motivation, elle est fluctuante. Aujourd'hui, votre motivation peut être là. Demain, elle peut être en dessous, 6 pieds sous terre. Mais quand j'adopte de la discipline, c'est cette discipline qui va me permettre d'avoir de la transformation, qui va me permettre d'avoir de la distinction et d'avoir des résultats sur la durée. Et il peut arriver que vous commenciez à adopter un certain nombre d'habitudes, même de pensées qui vont vous permettre de vous élever et ne pas obtenir de résultats. Ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas perceptibles qu'ils sont inexistants. Ce n'est pas tout ce qui n'est pas visible, qui n'existe pas. Merci beaucoup, Dr. Khan. Vous êtes dirigé vers le troisième volet que je souhaitais aborder avec vous. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions au fil de l'eau pour que ce soit également interactif. Je souhaite maintenant, Dr. Khan, qu'on mette un accent sur ce que j'ai intitulé le choc des mots. Et je voudrais vous demander si vous connaissez l'anecdote sur le célèbre éducateur et orateur américain Dale Carnegie. J'ai fait mes petites recherches. Ok, non, je ne la connais pas. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Donc, pour ceux qui le connaissent, qui ont déjà eu... oui, il écrit comment se faire des amis. Alors, j'ai lu que lorsqu'il était âgé de 9 ans,
son père s'est remarié. Et donc, en le présentant à sa nouvelle épouse, le père a prévenu cette dernière en disant « Ma chère, méfiez-vous de ce garçon. C'est le garçon le plus vilain de tout le comté. Il me donne des maux de tête à n'en plus finir. » Et ce à quoi Dale Carnegie ne s'attendait pas, c'est que apparemment sa belle-mère a eu une réaction inverse. Paraît-il qu'elle s'est approchée de lui, qu'elle lui a soulevé le menton, elle a regardé dans les yeux et a dit à son mari « Tu te trompes, ce garçon est le plus brillant. Il n'a tout simplement pas encore trouvé le bon débouché pour sa passion. » Et Dale Carnegie raconte en fait qu'il en a eu les larmes aux yeux et que du simple fait des paroles de sa belle-mère, il a eu la volonté de s'améliorer et que personne avant elle n'avait jamais loué son intelligence. Et ce sont ces mots qui l'auraient inspiré après pour devenir l'écrivain qu'il est, parce que, tenez-vous bien, cette même personne lui a acheté une machine à écrire, sa belle-mère. Et donc, je voudrais justement me servir de cette anecdote pour vous demander de nous parler justement du choc, du pouvoir des mots positifs et des mots négatifs. Alors, parlons de ce qui est positif. Les oreilles et les yeux sont des portes d'accès au cœur. Je me rappelle lorsque je me suis mise à écrire sur Facebook en particulier, j'avais à cœur de franchir la barrière physique qui me séparait de ceux qui m'expliquaient leurs problèmes. Et il y a une énorme frustration à ne pas pouvoir être physiquement présent dans le même environnement que la personne. Et c'est là que je me suis mise à écrire des mots pour apaiser. Parce que je crois au pouvoir des mots et en leur capacité à toucher, à émouvoir, à consoler, à reconstruire, à aider à faire grandir. Et je dis des choses que je répète très souvent dans les conférences que je donne, c'est que pour moi, la souffrance n'a ni sexe ni religion. Elle prend seulement le visage de celui ou de celle qui la ressent, qui l'expérimente. Et qu'à partir de ce moment, les mots que j'emploie, je vois dans ces mots-là leur pouvoir ou leur capacité à se faire main, pour tenir la main d'une autre personne, à se faire main pour lever les mains vers Dieu, pour prier Dieu pour la personne qui est dans le besoin d'apaisement, de consolation, le pouvoir de se faire bras pour étreindre la personne qui a besoin qu'on la prenne dans nos bras, de se faire oreille pour écouter, de se faire voix pour susurrer à l'oreille de la personne qui nous écoute les mots dont elle a besoin pour se consoler encore une fois, et encore le pouvoir de se faire pour poser sur l'autre un regard plein de compassion et de miséricorde. Et donc, chaque fois que j'ai écrit, jamais cette pensée-là ne m'a quittée. Et d'ailleurs, j'ai un exemple très éloquent de ce à quoi les mots que j'ai utilisés ont pu être dans la vie de ceux qui les ont lus. J'ai reçu un magnifique témoignage d'une femme dont la fille de 8 ans souffrait d'un cancer des os. Et sa fille avait été en thérapie dans un pays hors du continent. Et j'ai encore l'émotion qui est présente quand je pense à cette femme-là. Et ce qu'elle me disait, c'est que la chimio avait donné ses résultats, avait produit ses résultats. Il y avait du mieux, de l'amélioration. Et avec la kiné, sa fille commençait à remarcher. Mais sans crier gare, il y a une complication. Il a fallu qu'elle quitte le pays de toute urgence et repartir avec sa fille. Voilà la prière que j'ai postée cette année-là, c'était en mars 2022. J'avais écrit « Seigneur, je sais qu'à tout instant, au moment où tout semble aller pour le mieux,
où on se dit qu'on va pouvoir souffler enfin. Tu envoies une situation qui vient nous ébranler. Mais Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Aucun obstacle ne te résiste. Je demeure serein parce que je sais que tu veilles. Mon cœur ne se trouble point. Non, mon cœur ne se troublera pas juste au moment du dénouement. Raffermis mon cœur afin que je ne doute pas, que mon esprit ne soit point troublé. Tu feras, tu as déjà fait. Révèle-toi. Et elle m'a dit, le 16 dans sa chambre d'hôpital, je vous lis. Non, que dis-je? Je fais la prière avec vous, parce que n'ayant plus de mots, ils deviennent miens. Je pleure et finalement m'accroche à ces deux phrases. Tu as déjà fait, révèle-toi. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour ce cœur à cœur ce jour-là. Épuisée, il m'a redonné de la force. Merci au Seigneur pour l'outil de Dieu que vous êtes. Continuez à laisser couler ce flot de grâce. Dieu vous garde précieusement, Madame Kahn. Dieu est bon et sait nous faire du bien de façon inespérée, même dans la tourmente. Et j'ai moi entendu aussi des mots de gens qui ont repartagé par exemple certaines de mes publications avec des commentaires qui m'ont profondément blessée. J'ai reçu également certains commentaires ou certains messages qui ont réveillé. C'est comme si on remuait le couteau dans la plaie. Et dans ces cas-là, je me rappelle, c'est mon premier réflexe de respirer, d'aller écrire ce que ça éveille en moi, de faire une capture et tout simplement d'envoyer à ma petite sœur. Et dans ces moments-là, elle ne dit pas grand-chose, mais elle dit quelque chose qui pour moi est suffisant. Elle me dit, tu as déjà entendu pire, tu as déjà vu pire, donc laisse. Et les gens blessants blessent également. Ceux qui vous blessent sont des gens qui ont été blessés. Et mon fils, par exemple, il y a un de mes fils, le numéro 3, qu'on a surnommé le philosophe, puisque c'était un hypersensible, timide, effacé. Il a été, pendant tout son cursus scolaire, l'objet de brimades. Et on a eu plusieurs fois des discussions autour on va dire, de la mentalité ou de la personnalité de ceux qui blessent. Et il est arrivé un jour à une très belle conclusion que je n'hésite pas à partager avec les gens. Il m'a dit, maman, chaque fois que quelqu'un me blesse, chaque fois que quelqu'un me fait du mal, je considère son agressivité ou la violence dont il fait montre comme un appel à l'aide. Il a quel âge, votre fils? 16 ans. Il a 16 ans maintenant. Dans un autre live, vous allez nous donner des tips sur l'éducation pour que nos enfants à 16 ans aussi puissent avoir un état d'esprit. À 16 ans, il a lu l'influence et manipulation parce que j'avais besoin qu'il comprenne le fonctionnement de l'être humain. Quand vous comprenez l'autre, vous n'êtes plus en conflit avec l'autre. Vous aidez l'autre plutôt à trouver sa voie et à être en accord avec soi-même. Celui qui fait montre d'agressivité, c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Sinon, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, tout ce que vous avez à cœur, c'est d'être un canal de paix, un canal d'amour, un canal d'espérance. C'est cette paix-là que vous voulez partager avec les autres parce qu'à l'intérieur, vous baignez dans un océan de sérénité. Mais quand vous êtes troublé, tourmenté à l'intérieur, cela donne à voir les comportements antisociaux qu'on peut voir ou les comportements violents qu'on peut voir. Donc, ayons à cœur de prier, ou même simplement d'avoir un mot, une parole qui va permettre encore une fois de désamorcer l'autre. Quand l'autre vient et s'attend à ce que vous passiez à l'affrontement et qu'au lieu de l'affrontement, vous venez en allié, je vous promets que vous le désarmez et vous lui ôtez tout pouvoir d'agir sur vous, d'avoir un quelconque impact sur vous. Merci, Dr Kahn. Merci aussi parce que vous terminez toujours en introduisant le point suivant que je veux aborder avec vous. Alors, c'est magnifique, merci. Justement, Dr Kahn, je voudrais qu'on insiste un tout petit peu sur l'influence des mots dans la communication. Ou autrement dit, comment choisir des mots justes pour un message efficace. Communiquer, en définitive, ça s'apprend. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez encore peut-être une fois insister parce qu'on n'est pas tout le temps conscient de l'impact des mots que l'on donne, de l'impact des mots qui sont reçus par la personne qui nous écoute. Donc,
prendre conscience de la nécessité de s'adapter à la personne qui nous écoute et faire preuve d'une forme de responsabilité face aux mots que nous utilisons. Donc ça, je vous demande un appel à la sensibilisation par rapport à ça, parce qu'on a tendance toujours à, entre guillemets, mettre en avant les blessures que nous avons, mais ça nous arrive également de blesser sans s'en rendre compte, parce qu'on utilise des mots à tort. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le fait de s'auto-analyser et d'apprendre en fait à prendre du recul sur notre mode d'expression pour éviter justement d'être une cause de blessure pour l'autre? Je suis entièrement d'accord. Communiquer, ça s'apprend, c'est une compétence qui se développe, qui s'aiguise. Et il faut donner un but en fait à la communication. Communiquer, c'est transmettre un message. Transmettre un message à l'autre et surtout veiller à ce que ce message-là soit compris selon ce que nous avions l'intention de transmettre comme message à l'autre. Oui. Mais il peut arriver que nous choisissions des mots qui aient l'effet contraire sur la personne en face de nous, même quand ils sont choisis avec soin. Parce que ces mots-là prennent en compte, ou la façon dont ces mots-là sont perçus, tiennent compte de l'état, encore une fois, émotionnel de la personne. Je vous ai parlé d'intelligence émotionnelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Mais pour s'engager dans une intelligence relationnelle, cela sous-entend que nous sommes également à l'écoute des émotions des autres. Donc, que nous ayons une connaissance de ce que sont les émotions. Et d'identifier chez l'autre les émotions ou les signes d'expression verbale ou même d'expression corporelle qui vont nous mettre la puce à l'oreille quant au type d'émotion qui traverse la personne en ce moment-là. Il y a quelque chose que nous faisons aujourd'hui avec la communication non violente, c'est-à-dire que quand je dois m'exprimer ou communiquer avec l'autre, je dois garder une chose à l'esprit, une question qu'on doit se poser en permanence. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être en paix? Très souvent, avoir la paix nécessite de renoncer à sa raison. Or, quand on veut coûte que coûte avoir raison, en réalité, c'est notre ego qui parle pour nous. Mais lorsqu'on est dans une démarche où on se dit, on demande à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre la vie plus facile? On est d'accord qu'on est dans une démarche d'établir un lien avec l'autre et non pas de couper le lien avec l'autre. Et Thomas Danzog a dit une magnifique phrase que je ne me lasse pas de partager, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Donc, quand je reçois des mots, il y a un travail que je fais d'interprétation des mots à travers les filtres dont j'ai parlé. Ma valeur, la conscience de ma valeur, quelles sont mes valeurs également, ce en quoi je crois et tout ça, mais aussi je vais tenir compte des valeurs de l'autre. Et en ce sens-là, la connaissance des 5 langages d'amour de Gary Chapman peut être très intéressante pour nous. Notamment le langage des paroles valorisantes. Nous sommes toutes sensibles aux paroles valorisantes. Sincèrement, nous sommes tous sensibles à ça. Les enfants encore plus, les femmes encore plus. Nous sommes des éponges émotionnelles quand il s'agit de paroles valorisantes, tout simplement parce que nous sommes mentalement conditionnés pour nous auto-saboter. Et même quand on reçoit des paroles valorisantes, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire non, mais je reçois un compliment sur ma tenue. Ah, mais dans cette vieillerie-là, ça date de Mathusalem. On est championne pour l'auto-sabotage. Donc, c'est toujours bon qu'on puisse avoir vis-à-vis de l'autre cette attitude de responsabilité de se dire je vais avoir des paroles valorisantes vis-à-vis de l'autre. Ensuite, dans les 4 étapes, il y a 4 étapes à la communication non violente. La première étape, c'est celle de l'observation sans jugement. Je m'en tiens au fait. La deuxième étape, c'est celle des sentiments. Il y a le fait, il y a l'effet que cela me fait. L'effet est différent du fait. Je raconte toujours cette anecdote d'une femme qui m'a dit, lors d'une dispute, mon mari m'a dit espèce de.
Moi, quand elle m'appelle, elle me dit, mon mari m'a traité de pute. Je lui ai dit, raconte-moi, relate-moi les faits. Elle me dit, on était en train de se disputer. Il a dit, espèce de... Et il s'est enfermé dans la chambre. Je dis, mais est-ce que tu as entendu la fin du mot? Non, mais c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a voulu exprimer. Il a voulu me blesser. Comment, diantre, arrivons-nous à la conclusion ou à démontrer que l'intention d'une personne, c'est de nous blesser? Et ça, c'est arrivé avec mes enfants. J'ai même partagé ça sur Facebook. Il y a deux enfants qui sont en train de se disputer. Il y a un qui dit, maman, il m'a tapé, il a fait exprès de me taper. L'autre dit, non, maman, je ne l'ai pas tapé, c'est en passant que je l'ai bousculé, je n'ai pas fait exprès, je lui ai demandé pardon. Donc, il y a celui qui a été bousculé qui refuse la demande de pardon parce que, selon lui, son frère aurait fait exprès. Et je lui pose la question, comment sais-tu qu'il a fait exprès? Nous-mêmes, individuellement, nos intentions changent au gré des circonstances. Je peux avoir pour intention, là, de venir partager quelque chose avec les autres. Et là, parce que vous avez des éloges à mon endroit, vous me dites, non, mais au lieu de vouloir partager quelque chose avec les autres, mon intention pourrait se muer et devenir, non, je veux montrer que moi, je sais parler, je suis éloquente, je suis prolixe, je suis verbeuse, je suis... Vouloir faire étalage de mes connaissances. Ou je peux encore garder mon intention, on va dire, comme celle du début, et à la fin, parce que j'aurais reçu des félicitations, je vais dire, ah, moi, je montais sur mes grands chevaux, avoir une tête qui va peser lourd sur ma tête, de sorte que, sur mon cou, de sorte que mon cou ne pourra pas supporter la grosse tête que je vais prendre. Donc, nous-mêmes, notre propre intention, elle change. Imaginez l'intention des autres, comment est-ce que vous allez la deviner? Et j'ai écrit une fois, en fait, on ne s'intéresse pas vraiment aux intentions des autres, on leur en prête parce qu'on en a suffisamment. Mais quand je prête l'intention à l'autre, l'intention de me blesser, l'intention de me faire mal, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de prendre le fouet pour me flageller. Alors, j'ai besoin d'être en paix, d'être en accord avec moi-même. Donc, cela nécessite que je fasse plusieurs suppositions, que je me dise, non, la personne n'a pas voulu exprimer ceci. Ou si j'ai besoin de clarification, je vais venir poser des questions, demander ce qui n'est pas clair. Quand quelqu'un me dit, et on a eu ces discussions avec des femmes dernièrement, mon époux me dit, je suis une mauvaise mère. On est d'accord que c'est une parole qui peut blesser, qui peut même donner lieu à l'escalade, à une escalade de violence et même pourquoi pas au divorce. Je lui ai dit en communication non violente, le fait est qu'il m'a dit, je suis une mauvaise mère. Le sentiment, c'est un sentiment de colère, de frustration, de tristesse et j'en passe. Mais en réalité, ces différents sentiments-là cachent des besoins. Et les besoins, c'est la troisième étape. Quel est le besoin derrière ces sentiments? Mais moi, j'ai un besoin de reconnaissance. J'ai besoin que mon époux me reconnaisse les efforts que je fais en tant qu'épouse et en tant que mère. Qu'il se rende compte que je me tue à la tâche, qu'il me reconnaisse cela. J'ai aussi un besoin d'affection. J'ai un besoin d'amour. J'ai besoin d'être aimée. Quand il me dit que je suis une mauvaise mère, je suis en train de penser ou d'interpréter cela comme une façon pour moi d'être indigne, d'être aimée, de recevoir son amour. Mais ensuite, je vais formuler une demande. Quand il me dit « je suis une mauvaise mère », je dis aux femmes, je vais lui poser la question « on est d'accord que tu m'as dit « je suis une mauvaise mère » ou une mauvaise épouse ». Ok. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends par « je suis une mauvaise épouse » ? Quels sont les faits, les éléments qui te permettent d'affirmer que je suis une mauvaise épouse ? Mais vraiment une question qu'on pose de façon innocente, mais vraiment innocente, dans une démarche encore une fois consciente de ce que je veux, c'est d'établir le lien. Et quand l'homme me dit je suis une mauvaise épouse, j'entends un besoin qui est maladroitement formulé derrière ce jugement ou cette critique. Donc, je vais lui poser la question, est-ce que tu seras en train de me dire, quand je suis une mauvaise mère, une mauvaise épouse, que tu ne te sens pas aimée, tu ne sens pas que je prends soin de l'époux que tu es? On clarifie. Ensuite, je vais avoir une demande, et c'est la dernière étape, c'est une demande qui est claire, qui est précise, qui est réaliste. Parce que cette demande-là va exprimer nos attentes. Et parlant des attentes, nous avons des attentes qui peuvent être conscientes et des attentes qui peuvent être inconscientes. Quand elles sont conscientes, on peut ne pas les formuler. Et surtout, nous, les femmes, nous sommes championnes du silence et nous attendons de l'autre
soit capable d'interpréter notre silence. Donc, je vais formuler cette demande-là en ayant à cœur ou à l'esprit que je dois identifier mes attentes inconscientes ou mes attentes conscientes. Donc, quand mes attentes sont conscientes, elles peuvent être formulées, elles peuvent ne pas être formulées. Quand elles sont formulées, on est d'accord qu'elles peuvent être formulées, mais ne pas être comprises. Tout à fait. Elles peuvent être formulées, être comprises, oui. mais elles peuvent ne pas être comblées. Parce qu'il n'est pas dit que toutes nos attentes seront comblées. Donc, de ce point de vue-là, je vais prendre de la distance, encore une fois, par rapport même à mes propres attentes. Et donc, vous voyez, j'ai un travail mental que je fais à mon niveau de gestion de mes propres émotions avant d'aller vers l'autre. Parce que mon attitude blessante va en fait exprimer, être le reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Et encore une fois, comme c'est ma paix que je recherche, que j'ai expérimenté et que j'ai à cœur de préserver, je ne vais pas entrer dans un conflit inutile et stérile avec l'autre. Tu dis que je suis une mauvaise épouse. Est-ce que je me dis que je suis une mauvaise épouse? Non. J'ai des éléments factuels qui me permettent de dire que je ne suis pas une mauvaise épouse. Peut-être que je peux faire mieux. On peut toujours faire mieux. Ça, c'est certain. Mais ce que je fais n'est pas négligeable. Donc, je vais dire à mon époux, OK, je comprends ce que tu es en train de dire. Donc, en fait, est-ce que tu es en train de me dire que tu as besoin que je prenne plus soin de toi, que je fasse plus attention à toi, que je rentre un peu plus tôt? Donc, on établit un programme sur la base de nos réalités pour ensuite décider de la démarche à suivre parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le besoin de lien. Nous, les êtres humains, nous sommes câblés pour être en lien avec les autres. Donc, la rupture de ce lien-là ne se fait pas sans heurts, ne se fait pas sans impact sur nous-mêmes. Donc, c'est une invitation, en tout cas, à chacun, encore une fois, de mettre tout en œuvre, toujours dans une boucle de responsabilité. Si l'autre ne comprend pas, vous comprenez. Comprenez. Et surtout quand vous dites que quand quelqu'un formule une critique ou émet un jugement, il est en fait en train de dire ce qu'il voudrait. Mais il ne sait pas le dire, il n'a pas les mots pour le dire. Vous accompagnez-le. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une question de j'ai raison, j'ai tort, qui fait bien, qui fait mal. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les liens, pour nous unir davantage et surtout, encore une fois, être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Docteur Même Khan, si je l'admets, les conflits sont inévitables. Oui. On pourrait vous écouter pendant des heures et là, je regrette qu'on ait fixé nos lives sur une durée d'1 heure parce qu'on n'a pas vu le temps passer et j'ai encore des questions à vous poser. On est à 52 minutes, donc on va essayer de rester dans le temps. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à vous, si vous le permettez. Je voudrais qu'on remonte un petit peu en arrière. Alors là, le thème que je voulais aborder avec vous, ce sont des mots qui changent le monde. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous écoutent que vous avez fait partie en 2010 de la première génération de jeunes Africains leaders reçus par le président Obama et félicités par ce dernier pour votre engagement à promouvoir les droits des filles et des femmes musulmanes. Et à cette époque, vous étiez vice-présidente nationale de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. En 2011, vous avez fait partie des 76 jeunes femmes leaders africaines qui ont pris part au forum initié par Michelle Obama en Afrique du Sud. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, avec tout ce recul, qu'est-ce que ces félicitations du président Obama vous ont apporté par rapport à votre engagement, votre ressenti aujourd'hui avec tout ce temps qui a passé? Qu'est-ce que ça vous a procuré? Est-ce que ça a renforcé quelque chose? Est-ce que vous avez eu une confirmation que vous étiez dans votre couloir? Est-ce que ça vous a boosté davantage? Voilà, dites-nous un petit peu en quelques minutes ce qui s'est passé avec 10 ans après. Avec surtout qu'il m'a appelé Amanita Kanekone avec son accent. Alors, passer, on va dire, l'émotion du moment, la fierté du moment, d'être, certains disaient, la première femme
ivoirienne à être citée par Obama, et puis que certains ici à l'ambassade, par exemple, les gens ont dit qu'ils ont suivi le discours en direct, et donc quand ils ont entendu mon nom, ils ont sauté de joie parce que c'était l'ambassade d'Abidjan aussi qui était mise en lumière pour le choix de la personne. Pour moi, en fait, ça a été une invitation à faire mieux et à faire plus. Et surtout à se dire que une chose que Amadou Ampateba a dit, c'est que quand vous faites du bien, allez le jeter à la rivière. Même si les poissons ne vous le reconnaissent pas, Dieu vous le reconnaîtra. La première reconnaissance a été internationale du président américain. Il n'y a pas eu de reconnaissance au niveau national. Et c'est là que j'ai compris en fait que vous pouvez faire des actions, poser des actions qui se limitent, on va dire, à une communauté, à un pays, ou même à une ville ou à un quartier, ou entre quatre murs. Ces actions-là ont de l'impact parce que vous touchez des gens qui touchent d'autres personnes, et de fil en aiguille, comme un effet domino, les gens entendent parler de vous. Donc, pour moi, il n'était pas question, en fait, d'être connu au-delà de la célébrité ou de la notoriété que ces félicitations-là ont pu avoir sur ma vie. C'était surtout une invitation à plus de responsabilité. Ça veut dire qu'on a du potentiel, et il a dit, c'était une promesse du gouvernement américain, le gouvernement américain se tient à vos côtés pour vous accompagner dans votre engagement. Et cet accompagnement-là, aujourd'hui, a pris d'autres formes, avec la collaboration que j'ai avec le département d'État américain via sa branche édition Nouveaux Horizons. Ça a été un coup de boost, et encore une fois, se dire que là, désormais, les yeux sont officiellement rivés sur toi. Non pas que tu fais les choses pour les yeux des gens, mais sache que tu as une responsabilité vis-à-vis de ceux que tu inspires, ceux qui t'ont pris comme modèle. Et donc, de ce point de vue, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, parce que certains se reconnaissent en toi, et certains font des choses parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui conseille de le faire, c'est toi qui recommande de le faire. Donc, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de Dieu, tu as une responsabilité, et de cette responsabilité-là, tu répondras. Merci, Dr Khan. Je reviens sur ce dernier thème, des mots qui changent le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes écrivaine, parce que vous avez reçu aussi un prix en 2023, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, le prix de l'influenceur web de l'année, ainsi que le prix spécial du jury pour vos actions en faveur de l'éducation de la femme. Et donc, vous avez lancé 2 programmes à cet effet. Je voudrais insister vraiment sur ce pouvoir des mots qui changent le monde, et vous demander, en tant qu'écrivaine justement, et avec cette influence dont vous êtes consciente, qu'est-ce que vous pouvez justement dire à nouveau sur votre motivation? Qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui? Là, vous avez parlé de responsabilité, effectivement, vis-à-vis de ceux qui vous écoutent, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et surtout, je voudrais aussi que vous puissiez nous partager, pourquoi pas, peut-être un discours qui vous a marqué tout au long de votre parcours et qui peut-être aujourd'hui reste une référence pour vous. Vous avez 1 minute, je suis désolée. Désolée, vous avez 1 minute. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, là, en termes de motivation, pour moi, c'était le besoin d'utilité. Les gens beaucoup de gens se confient à moi jusqu'à présent. Quand je fais des posts, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont besoin de parler. Mais j'ai conscience de mes limites. Je ne peux pas écouter tout le monde. Toute une vie ne suffirait pas pour écouter tout le monde, pour conseiller tout le monde, pour accompagner tout le monde. Et donc, pour moi, mes écrits sont ma façon d'aider les autres, parce que ce sont des mots sur des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, des mots qui expriment ce que vous ressentez, des mots sur vos douleurs, des mots sur vos souffrances, des mots sur vos ressentis, des mots sur votre vécu, et des mots surtout pour apaiser et vous rapprocher de Dieu, et savoir que vous êtes précieuse, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, et que de ce point de vue-là, peu importe que les gens nous tournent le dos, Dieu ne nous tournera jamais le dos. Et je vais terminer parce que j'ai 15 secondes là, c'est une phrase qui vient de mon livre préféré, Petit éloge de la responsabilité, qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon de neige ne se sent responsable. » Merci pour cette magnifique phrase. Merci beaucoup, Dr Khan. Je voudrais juste vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous aurez l'occasion de revoir un petit peu les commentaires qui ont été faits. Merci beaucoup.
Je voudrais aussi terminer cet entretien par une citation d'une écrivaine qui s'appelle Amélie Nothomb et qui dit « Un mot vous sauve, un mot vous tue », pour sensibiliser encore une fois sur notre responsabilité justement à utiliser à bon escient les mots que nous avons. Alors en quelques secondes, je voudrais réinviter tous ceux qui nous ont écoutés à adhérer au programme LTF. Adhérer au programme LTF, c'est faire partie d'une communauté qui a à cœur de promouvoir le leadership, la transformation et la foi. Et je vous